Salam alaikum. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. Je remercie les organisateurs, Farid Latrèche, toute son équipe et le frère Meïn qui arrive. Très heureux d'aborder également cette question de la civilisation humaine. Pas très longtemps, j'avais écrit ce livre, Malek Benabi, une vie au service d'une pensée. Ça fait maintenant 2 ans qu'il est sorti. Et alhamdoulilah, on sent Malek Benabi, c'est un intellectuel 1905-1973, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est intéressant puisque sa pensée avait quand même été assez mise de côté. Et là, on sent, notamment depuis les révolutions arabes, un engouement pour sa pensée. Donc je vous invite à le lire, à le découvrir, et si vous le connaissez déjà, à renforcer vos lectures. Parce que ce qui est intéressant chez Malek Benabi, comment je l'ai rencontré par hasard dans une librairie. Je venais pour acheter des livres, et finalement je suis tombé sur l'ouvrage de Malek Benabi. Et la première chose que je me suis dite, c'est « Waouh, ça c'est une pensée, ça c'est de la réflexion, une réflexion qui est en phase avec la verticalité, avec Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps une pensée qui a envie de faire l'histoire et qui invite les musulmans à faire l'histoire. Et pour tout vous dire, je pensais sincèrement qu'il était vivant, au point qu'à un moment donné, il me donnait le sentiment d'être plus vivant que les intellectuels que je suivais, en tout cas à cette époque-là. Alors Malek Benabi, pour le situer sur le plan historique, il est né en 1905 à Constantine et il est mort à Alger en 1973. Donc on a quelqu'un qui a vécu 68 ans. Et durant ces 68 ans, il va vivre 4 grandes périodes. La première, l'apogée du colonialisme, la Troisième République française. Ensuite, la deuxième période, l'émergence du mouvement national algérien au Maghreb et notamment en Algérie. Il va vivre également la lutte pour la libération nationale en Algérie. Et enfin, à partir de 1962, il va vivre l'indépendance de l'Algérie et comment finalement les Algériens vont reconstruire leur pays après l'indépendance en 1962. Alors, là, récemment, ces dernières semaines, on a fêté le 70e anniversaire d'un de ses ouvrages majeurs, donc le 70e anniversaire des conditions de la Renaissance. Et c'est intéressant finalement de voir, en tout cas aujourd'hui, que cet ouvrage-là intéresse de plus en plus, puisqu'il y a, quand on le lit encore aujourd'hui, il y a une certaine actualité. Une actualité, on sent qu'à un moment donné, il parle notre langage. Et s'il parle notre langage, et si ça fait écho encore aujourd'hui, c'est parce qu'il était en avance sur son temps. Et dès la Seconde Guerre mondiale, donc tout d'abord après 1945, il commence à écrire. Il écrit son premier ouvrage, Le phénomène coranique. Ensuite, il écrit un deuxième livre sur quelqu'un qui était plutôt alcoolique, un jeune alcoolique dans une société du Maghreb, et qui, par la force des choses, arrive finalement à partir à la Mecque. Et cette histoire est très belle puisqu'elle met en avant surtout les vertus transformatrices de l'islam. Et tout à l'heure, Sofiane parlait de la spiritualité. Toute la démarche de Malek Benabi, c'est d'essayer de réconcilier la spiritualité et le social. Ou le social avec la spiritualité. C'est intéressant de voir en fait son positionnement. Et quand il va écrire son 3e livre, donc les conditions de la Renaissance, là il va rentrer de plein pied dans la vie intellectuelle algérienne, dans une Algérie qui est colonisée. Donc il écrit son ouvrage Les conditions de la Renaissance en 1989. Et c'est un ouvrage assez intéressant, qui aurait peut-être mérité d'avoir des développements ultérieurs, mais déjà il écrit en français. Il parle de civilisation, il parle d'islam. Et en cela, en essayant de conjuguer un petit peu ces trois dimensions, finalement il est déjà assez atypique. Et
au moment où l'Algérie lutte, et le Maghreb et le monde musulman de manière générale, après la Seconde Guerre mondiale, lutte pour l'indépendance, lui il dit, mais attention, ce n'est pas que la colonisation qui pose problème, c'est aussi la colonisabilité. Et alors là, tollé dans le mouvement national algérien, on considère ça comme une concession au colonialisme, là où lui, il est dans une démarche réformiste. Si vous voulez, il reprend de la même manière que Abdou et tous les autres élèves de l'école de l'Islah, le réformisme musulman orthodoxe, il reprend le verset coranique. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qu'il y a en son âme. Donc pour lui, tout le sens de la réforme, il est de l'intérieur vers l'extérieur, et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc dans son rapport au colonialisme, il se dit, mais attention, en Algérie, au Maghreb, dans le monde musulman, il y a eu une histoire avant la colonisation. Si on considère que la colonisation dans le monde musulman commence le 5 juillet 1830, et il s'est passé des choses avant, et l'Algérie a été liée, comme de la même manière que la Tunisie, sont deux pays qui étaient liés avec l'Empire ottoman. Donc il y a eu des choses avant. Et toutes ces choses-là avant, lui, il interroge l'histoire. Il veut que les musulmans s'interrogent sur l'histoire. Et en même temps, il répond également à une certaine propagande colonialiste qui considère que l'islam est le responsable du retard des musulmans, est le responsable du retard civilisationnel musulman. Et là, dans les conditions de la Renaissance, Shurut al-Nahda, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une investigation, il fait une esquisse de philosophie de l'histoire. Et il considère que le monde musulman, il y a eu 3 phases. Dans ce sens-là, il est très khaldounien, très imprégné de la Muqaddimah d'Ibn Khaldoun. Et il considère qu'il y a eu une phase ascendante de l'épopée du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la bataille de Siffin. De la bataille de Siffin jusqu'à la chute de la dynastie des Almohades en 1269, qui est contemporaine de la chute de Bagdad dans le monde musulman oriental cette fois-ci, il considère que c'est une deuxième étape et qu'à partir de là, il y a une troisième étape qui s'enclenche jusque 1830 au moment de la colonisation. Et là où il va être intéressant, Malik Benabi, c'est qu'il va donner des noms à sa démarche de périodisation, il va donner des noms. La première période du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la bataille de Siffin, il appelle ça la phase de l'âme, où il y a une conscience, où la société musulmane a une conscience unie, portée par un message religieux, portée par un élan religieux. Il y a ce qu'on appelle cette phase de l'âme. Mais à partir du moment où les compagnons se battent, les uns du côté de Muawiyah et les autres du côté de Ali, le fait qu'il y ait cette cassure, cette rupture, pour lui, c'est une rupture dans la conscience musulmane. Et il dit, comment se fait-il que des gens qui ont été, qui ont vécu, qui se sont formés, qui ont grandi aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se fait-il qu'à peine 3 décennies après, ces mêmes personnes se divisent en deux? Que s'est-il passé? Et sans trop rentrer dans le détail, il considère que c'est un premier tournant dans l'histoire de la civilisation musulmane. Et d'ailleurs, les 3 grands courants théologiques, que ce soit le sunnisme, que ce soit le chiisme, ou que ce soit le kharijisme, chacun a développé une mémoire. Les sunnites sont davantage dans la démarche de Muawiyah, les chiites sont davantage dans la démarche d'un Ali et des Ahl al-Bayt, et également les kharijites sont également en accord avec les kharijites qui ont assassiné Ali. Donc cette bataille de Siffin, elle est très 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 importante dans la philosophie de l'histoire de Malik Benabi. Ensuite, il considère, et c'est là où il est dans un réformisme, où il va très loin dans son réformisme, il considère d'ailleurs que c'est finalement cette période-là, c'est l'âge d'or de l'islam. Et que toute cette période qui va de la bataille de Siffin jusque la chute de la dynastie des Almohades, c'est ce qu'on appelle la phase de la raison. Et alors, nous aujourd'hui, on se pose un certain nombre de questions. On se dit, mais il y a eu quand même Bagdad,
il y a eu Cordoue, il y a eu le Caire avec les Fatimides. Il y a eu quand même de très belles choses. La langue scientifique, la langue scientifique était la langue arabe. Et les historiens s'accordent pour dire que cette période-là, c'est une période d'apogée. Ben pour Malik Benabi, c'est pas une période d'apogée. On est déjà dans une consommation d'un élan spirituel, mais que l'islam n'a pas encore donné toute la pleine mesure de son potentiel en termes d'énergie. Pour lui, la spiritualité, c'est une énergie. Et à partir de là, donc on est au milieu du XIIIe siècle, il considère qu'on rentre dans une période de déclin. Et là, à ce niveau-là, il ne s'éloigne pas trop de ce que disent les orientalistes, considérant qu'à partir du milieu du XIIIe siècle, le monde musulman, après Averroès, rentre progressivement dans une période de léthargie, de sommeil, de déclin. Lui considère que c'est les instincts primitifs. L'idée religieuse ne joue plus son rôle social. Et il reprend, si vous voulez, la période prophétique où l'islam a réussi à créer une identité supratribale. Vous aviez des tribus dans les sociétés arabes, de Quraysh, de Médine, et que l'islam est arrivé à proposer quelque chose d'autre. Une identité, des valeurs, des principes, du sens, une orientation. Et toutes ces choses-là, en fait, ils se rendent compte que dans la société du Maghreb, l'islam ne joue plus son rôle social. Et donc, parce que l'islam ne joue plus son rôle social, il ne peut plus cimenter les individus entre eux, les tribus entre elles, les différentes sensibilités de l'islam, et elles sont nombreuses, notamment au Maghreb. Et vous avez, si l'islam ou une idée religieuse ne joue plus son rôle de ciment, vous avez une société qui se disloque, une société qui se recroqueville, non plus vers une société où on va créer de la cohésion sociale, mais vers des tribus qui vont devenir progressivement des identités refuges. J'ai peur de ce que la société peut devenir, donc je m'accroche à ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ma tribu, j'ai ma confrérie. Et pour lui, les confréries soufis deviennent très vite ce qu'il appelle le maraboutisme. Et alors, on est dans une période de déclin. Et pour lui, la colonisation, pourquoi il a dit la colonisabilité précède la colonisation? Pour lui, il considère que la colonisabilité, qui a duré pendant du milieu du XIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, qu'est-ce que l'on a? On a une société qui s'endort. Et il lui fallait à un moment donné un coup de fouet salvateur. Et quel a été ce coup de fouet salvateur? Ça a été la colonisation. Mais il ne dit pas que la colonisation est venue avec un but philanthropique. Je viens pour civiliser, je viens pour aider les petits indigènes. Non. Il considère que Dieu fait jouer un rôle spirituel et à son insu. C'est-à-dire qu'il fait jouer au colonialisme, à son insu, un rôle spirituel. Et ça, on a les yeux écarquillés. Ça n'a pas du tout été compris de son temps, et même encore aujourd'hui, on lui fait encore, d'ailleurs, ce procès. Mais lui considère, une fois qu'il a fait le constat de la colonisabilité qui précède la colonisation, finalement, et on peut revenir un peu sur l'histoire, quand les Français viennent en Algérie en 1830, vous avez une administration ottomane, vous avez les janissaires, mais vous avez une administration politique, religieuse ottomane. Quand la France vient en Algérie en 1830, il y a ce qu'on appelle un espèce de couvercle ottoman qui est mis de côté, chassé, et remplacé par un couvercle progressivement militaire, administratif, français. Et le débarquement a lieu en 1830, mais l'organisation de la résistance autour de l'émir Abdelkader, elle commence que 2 ans plus tard. Ce qui veut bien dire que quand vous enlevez toute cette organisation sociale, politique, administrative, religieuse, ben finalement il faut laisser le temps à la société de se réorganiser. Et finalement ce temps-là ne l'a pas eu. La France a colonisé. Et la colonisation a duré 132 ans. Et pour lui, qui est dans une démarche réformiste, encore une fois, il faut revenir à cette période-là. Parce qu'il a déjà, à une quinzaine d'années, avant la Révolution, avant l'indépendance de l'Algérie, et même des pays du Maghreb, il a déjà l'intuition que l'indépendance ne suffira pas. On peut tous crier de la même manière, dehors le colonialisme, vive l'indépendance, si les sociétés algériennes, marocaines, tunisiennes et du monde musulman restent uniquement dans ces slogans, dès lors que les Français partent, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste dans la société? Quel collectif vous avez créé? Quelle vision pour la société vous avez?
Et on peut regarder, nous, aujourd'hui, puisque Malik Benabi est mort en 73, regardons l'état des sociétés du Maghreb, ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe au Maroc, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui se passe même encore en Tunisie. Il y a matière à réfléchir. Et c'est pour ça que la pensée de Malik Benabi, je vous invite vraiment à la découvrir pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, ou alors de la renforcer, puisqu'il est déjà dans ses intuitions en avance. Et l'un de ces... Je vous donne des intuitions. Très souvent, en France, on considère que le grand démographe Emmanuel Todd a été celui qui avait déjà anticipé par la démographie la chute du communisme dans l'Union soviétique. En faisant mes recherches, parce que je lui ai consacré une thèse à Malik Benabi, dans son ouvrage sur l'économie, on est au début des années 70, il prédit déjà la chute de l'Union soviétique. Alors avec son raisonnement à lui, avec ses recherches à lui, mais c'est quand même intéressant de voir qu'un intellectuel musulman, avec les connaissances qui sont les siennes, l'analyse géopolitique qui est la sienne, et déjà anticipe déjà la chute de l'Union soviétique quasiment 25 ans avant. Et ça, très peu de gens en parlent. Donc ça, vous avez cet aspect-là. Un autre aspect également, c'est l'un des premiers intellectuels à parler de mondialisme. Pas de mondialisation, mais de mondialisme. Il est déjà dans une réflexion de citoyen du monde. Et il se pose deux questions qui sont pour moi fondamentales. Il se dit aujourd'hui, dans le monde qui est en train de devenir un, et je rappelle qu'il est en train de parler, au moment où il parle, au moment où il écrit, l'Algérie est colonisée. Une bonne partie du monde musulman est colonisée. Il pose deux questions, à la fois dans les conditions de la Renaissance, mais davantage dans l'autre livre, Vocation de l'Islam. Il pose deux questions, qui sont encore pour moi d'actualité. Il pose une question. Dans ce monde qui est en train de devenir un, et lui-même, il est dans une démarche, dans une pensée confessante, croyante. Pour lui, le monde est dirigé par les sunan, c'est-à-dire les lois que Dieu. Il y a un niveau métaphysique qui nous échappe. Dieu a des plans pour l'humanité, et lui, il essaye de méditer ses plans pour essayer de voir vers quelle direction se dirige le monde, et il pose deux questions. Qu'est-ce que l'islam a apporté dans cette civilisation humaine? Et il pose une vraie question. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est qu'est-ce que les musulmans, quelle contribution les musulmans peuvent avoir dans cette civilisation humaine? Quelle contribution les musulmans peuvent avoir? C'est-à-dire qu'il pose à la fois la question sur le plan, on va dire, didactique. Il s'intéresse au savoir. Quel savoir religieux les musulmans pourraient extraire pour, justement, apporter à ce monde qui est en train de devenir un. Et en même temps, il pose également la question des musulmans en tant que... et les musulmans et le monde musulman en tant qu'espace géopolitique, mais les musulmans en tant qu'individus, en tant que collectif, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans le monde dans lequel nous vivons? Et pourquoi cette pensée, elle est pertinente? Elle est pertinente parce qu'aujourd'hui, les musulmans, et le monde musulman encore, j'estime que et même encore, ça dure encore, il y a un vrai problème de relation entre le monde musulman et le monde occidental. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu comme Ibn Khaldoun disait, le peuple vaincu singe toujours le peuple vainqueur. Ça fait la colonisation, si on prend celle de l'Algérie, ça fait quasiment plus de 50 ans. Et on voit encore les regards des intellectuels musulmans, philosophes, théologiens musulmans, encore braqués sur l'Occident. Alors que le monde est en train, et ça c'est une intuition également de Malik Benabi, c'est qu'il sentait déjà que le monde, si vous voulez, l'influence de demain allait surtout se diriger vers le Pacifique, le monde asiatique. Le monde musulman est encore en train d'être prisonnier de ce regard qu'il a vis-à-vis de l'Occident. À l'Occident, l'Occident dit ça, je vais faire le contraire. Parce que ça me donne le sentiment de résister. L'Occident nous dit ça, alors il va falloir résister. L'Occident fait ça, ah oui, il s'attaque au monde musulman. Et vous avez une espèce de réflexion. On a l'impression que la pensée islamique aujourd'hui actuelle, c'est une espèce de citadelle assiégée. On est assiégé de partout. Le monde nous en veut. On n'a que des ennemis dehors. Et alors on s'intéresse à personne. On est les premiers à critiquer l'orientalisme. Mais qu'est-ce qui aurait empêché les musulmans de développer l'occidentalisme? Ou de s'intéresser aux autres civilisations indiennes, chinoises, japonaises,
N'est-ce pas le prophète qui disait voyager jusqu'en Chine pour aller chercher le savoir? C'est pas qu'une incitation à voyager, c'est aussi aller voir une civilisation plurimillénaire. On se gargarise entre musulmans de dire oui, mais l'islam c'est le savoir. Très bien, l'islam c'est le savoir. Où est la curiosité des musulmans? Moi, j'ai étudié l'islamologie dans les universités françaises. Les musulmans sont minoritaires. Alors je ne vous dis même pas quand je vais dans des séminaires sur l'étude du christianisme ou du judaïsme où il n'y a aucun musulman. Alors de deux choses l'une, soit il n'y a rien d'intéressant en dehors de nous, soit il y a quelque chose d'intéressant et là nous manquons de curiosité et là nous sommes très loin de cette vision de l'islam. On ne peut pas, et ça c'est tout le sens de la pensée d'un Malek Benabi, on ne peut pas se gargariser uniquement de dire ce que l'islam dit. Aujourd'hui, la question qu'il faut poser, c'est pas ce que dit l'islam, c'est comment faire pour être à la hauteur de ce message-là. Et alors, c'est une pensée exigeante. On n'aime pas. On aime bien dire finalement, et puis on est dans un espèce de confort. Oui, l'islam dit. Et alors tous les vendredis, oui, l'islam c'est ça. Et on vous cite verset coranique sur verset coranique, hadith sur hadith. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, c'est quelle stratégie éducative on met en place? Où sont les think tanks? Où sont les laboratoires de recherche? Je vous donne un autre exemple, puisque tout à l'heure je me baladais un petit peu et j'ai trouvé un stand qui parlait de la question du mariage. Alors la question du mariage, très intéressante, elle touche tout le monde. Les pères, les mères, les jeunes filles, les jeunes garçons, ceux qui sont mariés également. Et tous les vendredis, à chaque sermon du vendredi, on a chaque imam qui vient et qui nous fait la longue liste de versets coraniques qui appellent à l'union entre deux êtres. La longue liste des hadiths qui nous parlent de l'importance du mariage. Puis là, on a envie de dire, mais nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, on a besoin, comme disait Malek Benabi, d'une pensée pratique, concrète, qui obtient des résultats. Là, la question n'est plus de qu'est-ce que l'islam dit ou l'importance du mariage. C'est comment aujourd'hui faire en sorte de répondre à une précarité affective. Parce qu'aujourd'hui, c'est une précarité affective. Que vous soyez marié ou pas, il y a un vrai problème. Du mariage avant le mariage et pendant le mariage. On n'en parle jamais. Et vous avez... Alors, c'est très sympa le vendredi quand on prie. 1000, 2000, 3000 personnes. Et on se gargarise d'avoir la mosquée où il y a le plus de monde. Et excusez-moi, mais la mosquée, c'est pas UGC cinéma. Enfin, on n'est pas là pour avoir attiré le maximum de monde. On est là pour quand même donner de la qualité. Et on est là également pour prendre en charge un certain nombre de intellectuellement, spirituellement, religieusement, des thématiques qui touchent. Je cite également l'autre exemple du halal. Il y a 10 ans, on parlait d'un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. Vous voyez les musulmans qui étaient là et... Ah oui, quand même. Ah, on consomme. Ah, on consomme. Et là, alhamdoulilah, il y a de quoi consommer. Mais là, aujourd'hui, on n'est plus dans ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment les musulmans captent ces ressources pour créer de l'emploi? Aujourd'hui, la vraie question, elle est là. Mais personne ne la pose. Personne ne pose les vraies questions. Et quand vous posez les vraies questions, je vous assure, j'ai fait l'expérience. J'ai dit, s'il vous plaît, essayons de mettre des espaces intellectuels de dialogue dans la mosquée. Je vous assure, c'est très bien. Je l'ai déjà fait, sincèrement. Les gens sont demandeurs. Et quand vous commencez à développer des projets concrets, avec un début, une fin, avec des indicateurs, voire mesurer d'une année sur l'autre l'efficacité de votre action, ce que chaque musulman fait par ailleurs dans son travail. Mais ces mêmes musulmans qui sont très efficaces la semaine, chez Veolia, chez EDF, toute société, la Poste, ces mêmes musulmans, quand ils se retrouvent le vendredi, il n'y a plus d'efficacité. Fimchet, l'arabe. Comment se fait-il que vous avez des gens qui sont brillants, ils sont reconnus dans leurs travaux? Vous mettez 2 personnes dans la communauté musulmane qui du lundi 8h jusqu'à vendredi 17h sont très efficaces dans leur entreprise. Vous en prenez tout simplement 2. Ces 2-là, vous les mettez dans la même association musulmane, ils se rentrent dedans. Incapables de travailler ensemble, de l'ego. Ça ne peut pas durer. Pas possible. De la même manière, quand vous avez également des ulama, des intellectuels musulmans,
Chacun sait ce que l'autre fait, mais personne ne se parle. Tout le monde, le cœur sur la main, la communauté est trop atomisée, il faudrait qu'on soit unis, il faudrait qu'on produise un nouveau discours, puisqu'on est en France, et il y a besoin, et il y a vraiment besoin, et chacun, voilà, à coup de statut Facebook, à coup de tweet, le cœur sur la main, vous les entendez, vous dites, ado, il faut les suivre. Et en fait, chacun avec son public fait la même chose. Mais quand il s'agit concrètement de mettre en place un espace intellectuel confessant de qualité, il n'y a plus personne. En vérité, je vais vous dire même une chose, puisque moi je suis dans ce milieu-là, personne n'en veut. Et la seule suggestion que je ferai aujourd'hui, c'est de vous dire qu'aujourd'hui le public musulman, il doit être exigeant. Exigeant avec les intervenants. Moi le premier. Mais exigeant avec tous les intervenants. Puisque chacun dit, le cœur sur la main, nous voulons être unis. Et on voit aujourd'hui notre jeunesse se faire avoir par des types de discours qui instrumentalisent l'islam. La question également de Daesh. Mais c'est parce que Daesh, à un moment donné, peut prospérer dans cette indigence. Il y a très peu de choses. Ça se passe dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'on produit comme discours? J'irai pas contre discours, mais tout simplement de discours. Nous vivons en France, nous sommes français. Nous faisons le roman national français. Quand est-ce qu'on pense ce roman national français? Non, nous on pense le roman national français que quand Zemmour attaque les musulmans. Nous ne faisons que réagir. De la même manière, le roman spirituel, parce qu'il va bien falloir se poser la question du roman spirituel. La division géopolitique qu'il pouvait y avoir autrefois, Dar al-Harb, Dar al-Islam, et il y a que des Dar. Il y a un moment donné, même cette lecture du patrimoine, de l'espace français, de l'espace européen, de l'espace occidental, ne peut plus rien nous servir. Nous devons produire autre chose. Et il faut lutter contre... Il faut à la fois faire en sorte qu'il y ait un roman national qui nous permette de nous sentir et d'être des acteurs de l'histoire. Et de la même manière, il faut également être décomplexé sur le plan religieux, d'où la nécessité, en plus du roman national, d'aborder également la question du roman spirituel. De se sentir, quand oui, je m'engage sur le plan de la citoyenneté en France, je le fais comme une finalité de l'islam. Et on reste encore, nous, dans nos débats Chatebi, il en a dit 5, ça y est, on s'arrête. On ne peut pas en ajouter un d'autre? La citoyenneté aujourd'hui, en France, en Europe et dans les pays musulmans, elle ne doit pas faire partie des finalités de l'islam? Je pose la question. Je pose la question ici, parce que la question, on ne peut pas la poser dans un autre endroit. Est-ce qu'on peut la poser le vendredi à la mosquée? Non, rien. Venez, on a des TPE là, donnez pour la mosquée, et rien d'autre. Des conférenciers, on essaye de prendre des conférenciers qui passent bien. On essaye d'acheter comme les politiques un peu la paix sociale. Voilà. Dès que vous avez un conférencier qui va dire une chose, ça y est, il est déclaré persona non grata. On ne l'invite plus. Ah ben non, nos fidèles nous ont dit ça. Mais non, comment voulez-vous que le rapport à l'altérité change dans la communauté musulmane si on n'invite pas des gens qui ne pensent pas comme nous? Nous, c'est ce qu'on avait essayé de faire à l'Académie française de la pensée islamique. On a organisé le premier colloque des intellectuels musulmans francophones. On a invité des gens qui sont dans une démarche théologique, des gens comme Tahar Mehdi, d'autres gens qui étaient dans une démarche plutôt soufie, comme le Cheikh Bentounès, et d'autres qui sont dans une approche un peu plus philosophique, des gens comme Ousmane Timera et bien d'autres. Ben, le fait d'avoir tous ces publics-là et de les réunir, qu'on puisse discuter et qu'on puisse travailler ensemble. Voilà ce qui me semble quelque chose de concret. Parce que là, on va poser les vraies questions. Si nous créons un espace intellectuel digne de ce nom, nous poserons les questions qui touchent la communauté musulmane. Et c'est là où j'en viens. Nous allons poser les questions de la civilisation humaine. Aujourd'hui, qu'est-ce que les musulmans de France, qu'est-ce que l'islam dit sur l'intelligence artificielle? On est absent. On vit, comme Malek Benabi disait, l'espèce d'islam hors sol. On sait qu'on va aller au paradis. Alhamdulillah. Paraît-il qu'on a une garantie. Donc on va aller au paradis. Donc finalement, ce monde ne m'intéresse pas trop. Et pourtant, comment voulez-vous que nous témoignions de manière la plus sincère, la plus efficace, la plus altruiste vis-à-vis de l'humanité, si sur ces débats, nous ne sommes pas là? La question du développement durable. Alhamdulillah, j'ai vu qu'il y avait des choses sur la question de l'écologie. Qu'est-ce que les musulmans disent également?
Ce serait intéressant. On voit des pensées confessantes chrétiennes, juives, sans religion également, qui s'intéressent à cela. Qu'est-ce que les musulmans ont à dire sur ces choses-là? Bon, on peut parler aussi de choses positives. Ce qui s'est passé, par exemple, le drame qu'il y a eu à Notre-Dame, on a vu quand même des musulmans vouloir participer à cette cagnotte. C'est une bonne chose, une très bonne chose. Mais la question du patrimoine, est-ce qu'il va chaque fois falloir attendre qu'il se passe quelque chose pour réagir? On ne peut pas anticiper les choses, poser la question du patrimoine, poser la question de la robotique. Le monde, nos emplois sont menacés demain. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Le monde est en train de se faire. Alors les musulmans aiment bien réagir face au colonialisme, au néocolonialisme. Mais je vais vous dire une chose, les think tanks aujourd'hui, qui sont en train de poser la question de la France en 2050, le monde en 2050, avec leurs idées, ils sont déjà en train de coloniser le futur. Ils sont déjà en train de se poser la question de demain. Nous, on a posé la question de demain, ne remet pas en cause les attributs divins. C'est juste de se dire, dans ce monde qui est en train d'évoluer, qu'est-ce que nous pouvons apporter? Quand il s'agit d'une bonne chose, comment on peut l'accompagner? Quand le monde, pour nous donne le sentiment de s'égarer, qu'est-ce que l'on peut apporter comme alternative? Mais c'est comme si en France et dans le monde, on ne se sentait pas légitime. Comme si finalement tout ce qui se passait à côté, finalement, ne nous donnait, ne nous poussait qu'à l'indifférence. C'est là où moi je suis un petit peu surpris. C'est là où je suis un peu également, je vous cache pas également ma déception. Une autre question, l'islamophobie aujourd'hui. Revenons à des questions peut-être plus proches de notre actualité. L'islamophobie, nous réagissons à coups de tweet, à coups de statut Facebook, mais concrètement l'islamophobie se pense. Elle a une histoire. Quand est-ce que l'on pose la question de l'histoire de l'islamophobie? Un grand universitaire qui exerce en France s'appelle John Tolan, qui a écrit sur le Mahomet, cet Européen. Alors tous les musulmans étaient contents, mais qu'est-ce que les musulmans produisent sur cette image-là? Moi, quand je parle avec nos amis juifs et chrétiens, ils font ce travail-là. Il y a un vrai travail, mais nous, on ne le fait pas. Par contre, quand il y en a quelqu'un qui nous fait... quand John Tolan écrit sur cela, j'ai la sensation qu'on est content. Non pas pour ce qu'il a écrit, mais parce qu'il a fait le travail qu'on n'a pas voulu faire. C'est comme si finalement vous remerciez quelqu'un de faire un travail que vous n'avez pas forcément envie de faire, que vous n'avez pas forcément envie de soutenir. Il y a des universitaires français de confession musulmane qui sont là. Ces ressources-là, elles sont formées dans l'université française. Elles pourraient apporter un éclairage des sciences humaines dans les mosquées, les instituts, dans les écoles. Quand est-ce qu'on leur ouvre la porte? Quand est-ce qu'on leur ouvre la porte? Il va vraiment bien falloir, me semble-t-il, que l'on pose la question de la gestion de nos mosquées, des instituts, où finalement on achète un peu la paix sociale, on achète le ronronnement. Et nos politiques sont très contents d'avoir le ronronnement. Très contents d'avoir le ronronnement. Pourvu que vous dormiez, chers musulmans, pourvu que vous restiez à la marge. Ne venez surtout pas au centre-ville. Je donne un autre exemple sur l'histoire de l'islam de France, puisque j'anime des séminaires en Île-de-France et un peu partout en France, sur l'histoire de l'islam de France. Et je reprends les travaux de Mohamed Harkoun. Allah yarhamou. Mohamed Harkoun, qui n'était pas assez musulman pour certains, mais qui a fait un travail remarquable, c'est qu'il a mis autour d'un seul et même livre 70 universitaires. Un travail énorme, depuis 2006. Et je suis impressionné par le fait que nous ne prenions pas cet ouvrage pour essayer de lancer un mouvement culturel, des expositions, des pièces de théâtre, d'autres ouvrages, d'autres recherches. L'histoire même de l'islam de France, c'est-à-dire que là nous avons des universitaires dont bon nombre ne sont pas de confession musulmane, mais qui sont des grands universitaires français, et peut-être même étrangers également. On fait un travail remarquable sur le plan didactique. Comment se fait-il que sur le plan pédagogique, nous ne reprenions pas ce travail et nous éduquions nos jeunes à se sentir pleinement français, citoyens dans ce pays-là? On ne le fera pas en disant l'islam c'est pas ça.
Non, l'islam c'est pas le terrorisme, l'islam c'est pas Daesh, l'islam c'est pas la violence, l'islam c'est pas la misogynie, où finalement nous ne faisons que répondre. Aujourd'hui, il faut développer un discours positif, serein, qui n'a pas peur des questions et qui apporte des vraies réponses. Parce que nous avons besoin d'élaborer un discours. Et c'est pour ça que la pensée d'un Malik Benabi, elle est intéressante, dans le sens où lui, il est dans une pensée pratique. Tous les besoins de la communauté musulmane et de la civilisation humaine doivent être pris en charge par une pensée islamique. Mais cette pensée islamique ne se fera pas toute seule. Elle ne se fera pas s'il n'y a pas des gens, s'il n'y a pas des institutions qui font cet effort pour organiser des congrès, des colloques, des séminaires, des conférences. D'où l'idée de développer le niveau à l'intérieur des mosquées et des instituts. Ça, c'est sur le plan, on va dire, du pouvoir. Sur le plan de l'avoir, excusez-moi, mais à un moment donné, moi, je suis dans ce milieu-là depuis plus d'une dizaine d'années. On essaye de dire, s'il vous plaît, aidez, on va essayer de monter des colloques. Les musulmans, dans leur majorité, donnent plus souvent à la sécheresse en Afrique qu'à la propre sécheresse de nos cerveaux ici en France. À la propre sécheresse. Nous constatons la sécheresse des cerveaux, de nos jeunes. On les brime quand ils écoutent du rap, quand ils sont dans quand ils sont dans le clash, Booba, Karis et tout. Oui, non mais les jeunes ne devraient pas être comme ça, c'est plus que c'était avant. Mais quel investissement concret, financier nous faisons pour éduquer nos jeunes? Pour transmettre de belles valeurs, de jolis principes, pour faire en sorte que ce soit des acteurs de l'histoire, des acteurs citoyens de la société française. On ne fait pas beaucoup. Et sur le plan du savoir également, on a, je vous parlais des ulama. Aujourd'hui, on a un problème dans la formation des imams. Quand est-ce qu'on se met autour d'une table pour essayer de discuter de ces choses-là? J'ai été invité à l'instance de dialogue. Ben, je vous assure d'une chose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le seul interlocuteur qui peut réunir tous les musulmans, et chacun va être content de venir manger les petits pains au chocolat, le jus de fruits et les petits fours à midi, c'est l'État. Alors j'entends tous les leaders des grandes fédérations, il faut respecter la laïcité, nos associations, nos fédérations, nous sommes libres. Par contre, si vous avez une fédération musulmane qui veut fédérer l'ensemble, personne ne veut. Puisqu'aujourd'hui, la communauté musulmane n'est malheureusement pas un espace où on peut développer des réflexions sur les besoins de la communauté musulmane, sur les besoins de la civilisation humaine. Aujourd'hui, il y a des créneaux. Aujourd'hui, il y a des marchés. Excusez-moi d'être peut-être un peu... de vous dire les choses peut-être de cette manière-là. Quand on m'invite, c'est de cette manière que je parle, donc il n'y a pas de... Mais sincèrement, je le vois. Les gens qui, à un moment donné, par exemple, j'ai pu organiser, moi, différents séminaires sur la pensée islamique. On avait fait des choses sur le soufisme avec Ibn Arabi. On avait fait les 4 écoles juridiques sunnites. On avait fait sur la philosophie. Donc un spectre très large pour montrer qu'il y a une richesse, une diversité dans la pensée islamique. Elle n'est pas unique, uniforme ou univoque. Il y a une richesse. Et d'ailleurs, le sunnisme, c'est l'école du consensus. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce consensus entre nous. Tu penses comme moi, tu es avec moi. Tu ne penses pas comme moi, tu es mon ennemi. Et qu'on le veuille ou non, nous participons en vérité. En suivant tel conférencier, plutôt qu'un autre, nous contribuons à cela, sans nous en rendre compte. En achetant des livres, en allant, quand il y a un voyage, on suit telle personne parce qu'on l'aime bien. Mais le problème, c'est que moi, je me suis rendu compte que quand on faisait quelque chose sur le soufisme, quelque chose sur la philosophie, quelque chose sur les 4 écoles juridiques, même Ibn Hanbal, on a organisé, puisque c'est la 4e école juridique dans le sunnisme, on n'a pas les mêmes publics. C'est-à-dire que même à l'intérieur de la communauté musulmane de France, quand vous vous intéressez à quelque chose, en fait, on ne s'intéresse qu'à ce qui nous ressemble. Et c'est là où nous devons, je pense, collectivement essayer de développer un rapport plus ouvert à l'altérité. Quand vous écoutez les salafis, le soufisme, Adoubillah, vous entendez les soufis avec d'autres personnes, vous entendez les musulmans libéraux, ah non, on mange pas de ce pain-là. Et vous avez des divisions, et vous avez chacun finalement, et dans son couloir, on court soi-disant une course ensemble, mais chacun est dans son couloir. Moi, mon rêve, c'est quoi? C'est qu'on puisse, à un moment donné, que les musulmans puissent se parler. Puisque si les musulmans sont capables, à ce premier niveau,
communautaire, d'ouvrir des espaces de dialogue, d'être dans l'adab al-irtilaf, l'éthique du désaccord. Nous serons capables également de le faire avec nos concitoyens chrétiens, juifs, catholiques, protestants, sans religion. Et c'est là où nous apportons un témoignage qui est intéressant. C'est là où nous sommes capables à un moment donné de nous réapproprier à la fois l'histoire de France et nous réapproprier également, quelque part, nous faisons également l'histoire de la civilisation musulmane. C'est ça qui est intéressant. Toutes les questions que nous vivons ici, elles sont inédites. Elles sont inédites. Le fait est que l'islam de France soit lié avec l'histoire de l'immigration. Le fait qu'il y ait eu un déplacement aussi massif que celui de nos parents, ici en France, de manière pacifique. Spirituellement, on doit se poser des questions quand même. Spirituellement, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette société? Quel témoignage nous apportons dans cette société? Même cette réflexion, on ne la pose même pas le vendredi. Même cette réflexion, on ne la pose même pas. De la même manière, le fait qu'on soit là, forcément nous faisons l'histoire de France, mais on fait aussi l'histoire de la civilisation musulmane. Et là, c'est là où j'en viens au fait que dans le monde musulman, on s'intéresse très peu à l'Occident. Faisons en sorte, à travers nos travaux, à travers une dynamique de savoir, de recherche, une dynamique culturelle, une dynamique citoyenne, de faire en sorte que le monde musulman connaisse davantage dans la nuance le monde occidental, la société française. On ne peut pas dire la société française, voilà, c'est une société qui colonise et on s'arrête là, ou rester avec des préjugés. Non, la société française, elle est différente. La société française, elle est faite de mille et une nuances. Et ça, nous, en tant que Français, nous devons transmettre également ce savoir au monde musulman. De la même manière que nous transmettons également en disant que l'islam n'est pas ce que dit Zemmour ou une Caroline Forrest. L'islam, c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais si nous rentrons dans la complexité, il faut déjà commencer par l'assumer. Si on dit que l'islam, c'est beaucoup plus nuancé, complexe que cela, quand est-ce qu'on assume la complexité, la diversité de l'islam dans la communauté musulmane, dans nos mosquées, dans nos instituts? Qu'est-ce qu'on transmet comme histoire de la pensée islamique à nos enfants? Voilà toutes ces questions que nous devons, me semble-t-il, nous poser. Il en va sincèrement de l'avenir de la communauté musulmane. Pas en tant que communauté religieuse, politique ou sociale, mais davantage sur le plan en tant que communauté spirituelle. Si la citoyenneté ne devient pas dans les prochaines années une finalité de la religion musulmane, nous allons forcément, par rapport à notre rapport à Dieu, par rapport à notre témoignage, me semble-t-il, il y a de grandes chances que qu'on puisse s'égarer. Et de la même manière, sur le plan de l'histoire de France aujourd'hui, il faut, me semble-t-il, connaître davantage l'histoire de la civilisation française, européenne, occidentale. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas, à un moment donné, attendre des autres cette transmission de l'histoire de France. Il faut qu'à un moment donné, en tant que Français de confession musulmane, citoyen de ce pays-là, qu'on puisse se réapproprier cette histoire. Et cette histoire, on est en train de la faire. Je veux dire, les arrière-grands-parents, nous on a emmené des jeunes, et puis il y a le président de l'association IMS qui est présent, on a emmené des jeunes du 93, d'Épinay-sur-Seine, on les a amenés à Verdun. On pensait naïvement trouver plein d'associations musulmanes le 11 novembre. On était les seuls. Et ainsi, il y avait également, je rends hommage, il y avait un Chibani qui était là. Et Msken, il est venu, il a toutes les tombes. Et voilà, par exemple, le 11 novembre, c'est une porte d'entrée dans cette histoire de France. La Seconde Guerre mondiale, pareil. Là, aujourd'hui, on a les derniers soldats qui se sont battus à Monte Cassino, par exemple, qui sont en train de mourir. Qu'est-ce que l'on fait? Ils mériteraient des expositions. Que faisons-nous? On n'a pas besoin de culture dans les lieux de culte? Moi, je pense que si. Il faut réconcilier le culte et la culture. Moi, c'est quelque chose de fondamental. On a parlé des 2 guerres mondiales, on pourrait parler également de l'implication de nos parents pendant les 30 Glorieuses. Mais c'est l'histoire économique, c'est l'histoire sociale. La marche pour l'égalité et contre le racisme, qu'on a appelée la marche des beurs, c'est notre histoire également. Mais commençons déjà par des choses proches.
qui peuvent nous permettre progressivement de nous sentir pleinement, entièrement, sans aucun complexe, français et musulmans. C'est la seule manière, et ça me semble-t-il la seule voie, quand nous serons à l'aise dans la conjugaison de nos identités, que l'on pourra apporter, me semble-t-il, le témoignage le plus en phase à la fois avec l'islam et à la fois avec l'histoire. Et je terminerai, avant peut-être de répondre à vos questions, la pensée de Malik Benabi, j'en reviens aux deux questions fondamentales. Qu'est-ce que l'islam a à dire dans ce monde d'aujourd'hui qui est en train de s'unifier? Et qu'est-ce que les musulmans, en quoi les musulmans peuvent contribuer à cette civilisation humaine? Moi aujourd'hui, j'avais envie de poser les mêmes questions aujourd'hui. Qu'est-ce que nous, musulmans, nous apportons dans l'histoire de France? Qu'est-ce que nous apportons dans l'élaboration de l'Europe? Qu'est-ce que nous aurons à dire demain face au déclassement de l'Europe dans le monde? Quelle connaissance des civilisations nous pourrions apporter? Voilà, ça c'est pour moi, me semble-t-il, une première question. Et la deuxième question, c'est en tant que musulmans, collectivement, individuellement, qu'est-ce que nous apportons? Est-ce que ceux qui s'engagent politiquement s'engagent uniquement avec leur identité musulmane? Je pense qu'il faut également avoir ces convictions, ces valeurs et ces principes très nobles de l'islam. Mais il faut un espace commun où, à partir de ce référentiel, vous pouvez partager une citoyenneté avec d'autres et aborder les questions de développement durable, les questions de la science. Aujourd'hui, la science est en train de prendre est en train demain sans doute d'orienter le monde. Il y avait l'année dernière les états généraux de la bioéthique. En tant qu'institution musulmane, il n'y en avait que deux. J'en fais partie d'une, puis il y en a une deuxième. C'est pas assez. Et quand je vois le nombre d'associations chrétiennes, associations citoyennes, associations juives, je me dis que nous n'avons pas encore pris la mesure de ce que Dieu attendait de nous. Donc et je terminerai sur deux questions, qu'est-ce que l'islam a à dire dans cette société française, dans cette Europe, et qu'est-ce que l'islam a à dire dans son monde, le monde musulman, et qu'est-ce que le monde musulman a à dire dans cette civilisation humaine? Et qu'est-ce que les musulmans pourraient apporter de spécifique et de bien pour l'ensemble de l'humanité? Voilà les questions qui devraient animer, me semble-t-il, chaque vendredi. Et que si nous posons la question uniquement de ce qui se passe en Syrie, uniquement de ce qui se passe dans le monde musulman, et qu'on pense qu'on est content de nous-mêmes parce qu'on a fait un chèque de 30, 40, 50 euros et qu'on s'est dit « Alhamdulillah, j'ai fait », je pense que ce n'est pas assez. Il faut aujourd'hui, de la même manière que quand les musulmans sont victimes, on doit réagir en tant qu'individu. Certes, il y a une solidarité musulmane, nous l'assumons, mais de la même manière, quand les musulmans sont de l'autre côté et qu'ils sont du côté des oppresseurs, nous devrions avoir la même cohérence. La même cohérence. Et c'est cette cohérence qui fera qu'à un moment donné, on attirera la confiance. Et c'est cette confiance qui fera qu'à un moment donné, on se dira, voilà, les musulmans et l'islam ont sans doute quelque chose à apporter à l'humanité. Il faut que les musulmans en soient convaincus, il faut que les musulmans le mettent en pratique, et il faut que progressivement, les non-musulmans se disent, mais vous êtes porteurs d'une lumière, et cette lumière-là, s'il vous plaît, offrez-la au monde. Barakallahu fikum.